Ma famille a failli être enlevée par une secte. À quel moment votre instinct vous a dit « il faut partir immédiatement » ? Le soir où le gouvernement français a imposé par la force une loi sur la retraite, je me détends à la terrasse d'un bar. Des manifestations spontanées ont lieu à proximité. À un moment donné, nous voyons la police se regrouper sur notre droite. Derrière nous, il y a un vieux château, devant nous, le bar, à gauche, les manifestants, qui ne se dirigent pas encore vers nous, mais marchent dans une rue parallèle, à notre droite, les policiers préparent une sorte de canon avec du gaz lacrymogène, peut-être pire, à ce moment-là, je ne sais pas. Je dis à ma copine, il faut qu'on se casse d'ici, la police nous utilise comme des putains de boucliers humains. Ils ont en effet commencé à lancer leurs grenades lacrymogènes au-dessus de nous, attirant l'attention des manifestants. Nous avons failli être coincés entre les deux. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de chercher des excuses à la police. Cette nuit-là, ils ont utilisé des gaz dans tout un quartier, j'ai vu des personnes âgées qui toussaient, des enfants qui luttaient pour trouver leur chemin. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film stupide. Lorsque j'étais à l'université, j'attendais dans l'appartement de mon petit ami qu'il rentre du travail. Le coloc de mon petit ami était assis sur le canapé, se balançant d'avant en arrière, se frottant les mains sur les genoux et dégageant une très mauvaise énergie. Je commence immédiatement à ressentir une sensation de lutte ou de fuite au creux de mon estomac et il me demande « C'est moi, ou il y a beaucoup de tension sexuelle ici ?» J'ai immédiatement répondu « C'est toi » et je me suis enfui. Il a maintenant purgé près de 10 ans d'une peine de 40 ans pour avoir violé des femmes âgées et des enfants. Je n'entrerai pas dans les détails des choses horribles qu'il a faites à ces pauvres victimes. Il y a plusieurs années, mon petit ami de l'époque et ses amis voulaient aller à un concert à plusieurs heures de route et voulaient que je les accompagne. Mon instinct me disait de ne pas y aller, que quelque chose de très mauvais allait se produire. J'ai continué à demander à mon petit ami de ne pas y aller, en lui disant ce que mon instinct me disait. Il m'a traité d'idiote, disait que tout ce que je voulais, c'était de lui gâcher sa soirée, etc. 3 heures après son départ, son ami m'a appelé pour me dire qu'il avait renversé sa voiture dans un fossé, qu'il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et qu'il voulait que je paye sa caution. J'ai refusé. Il a fini par être libéré 3 jours plus tard après que sa grand-mère ait payé sa caution. Je l'ai quitté peu après, car ce n'était pas la première fois qu'il conduisait en état d'ébriété et qu'il refusait de se faire aider. Ma cousine conduisait sa voiture avec son enfant à l'arrière et approchait d'un virage. Soudain, sa petite fille s'est mise à crier « Maman, ralentis !» Elle n'arrêtait pas de crier, très énervée. Ma cousine n'était pas en excès de vitesse, mais elle a ralenti pour apaiser sa fille et, alors qu'elle prenait le virage, quelqu'un a doublé une voiture qui venait vers elle de l'autre côté, de son côté de la route, et qui a manqué de peu sa voiture. Si elles n'avaient pas ralenti, elles auraient été impliquées dans une collision frontale. L'été dernier, j'ai fait du camping avec mon frère dans la montagne locale. Le deuxième jour, nous avons entendu des ours au loin, mais nous n'y avons pas prêté attention. Nous avons installé le camp pour la nuit et nous commencions à nous détendre au coucher du soleil lorsque nous les avons entendus à nouveau, mais cette fois-ci beaucoup plus près. Nous avons crié, jeté des pierres, agité des branches enflammées, rien ne les a arrêtés. Nous ne les avons jamais vus, mais ils étaient suffisamment proches pour que nous puissions entendre leurs pas, au moins 3 dans des directions différentes. Puis, l'un d'eux s'est approché très près et a grogné. Nous savons tous à quoi ressemble le son des ours dans les films, mais dans la vraie vie, c'est différent. Vous pouvez le sentir dans votre poitrine, et il a une tonalité de sifflet de train. C'est le son le plus effrayant que j'ai jamais entendu, et il nous a mis tous les deux en mode primitif. On a couru comme on n'avait jamais couru avant. Heureusement, nous avions chacun une lampe de poche et une lampe frontale, ainsi qu'un chemin à suivre. Ce qui était une randonnée de 2 jours, nous l'avons descendu en 3 heures sous l'effet de l'adrénaline, puis nous avons établi un petit camp au pied de la montagne et attendu jusqu'au matin. J'avais 10 ou 11 ans et j'avais été invité à une soirée pyjama. Ma mère n'aimait pas vraiment que j'aille à ces soirées, car je finissais toujours par me coucher trop tard et j'étais grincheuse toute la journée du lendemain. Lorsqu'elle m'a déposé, elle m'a dit, comme d'habitude, « Souviens-toi que si tu veux partir, je viendrai te chercher. Peu importe l'heure, appelle-moi. » La soirée pyjama en elle-même s'est déroulée comme d'habitude, nous avons regardé un film, bavardé,
fait des blagues à des garçons, c'était avant les téléphones portables et l'identification de l'appelant, sorti la planche Ouija, etc. Il s'est avéré que la fille qui organisait la soirée pyjama avait un frère plus âgé, en âge d'aller au lycée, qui avait également invité quelques amis. Je me souviens qu'il se tenait à l'entrée de la salle de jeu où nous étions et quelque chose en eux m'a glacé le sang et je me souviens avoir pensé, je vais rentrer à la maison. Je suis monté à l'étage et j'ai demandé à utiliser le téléphone, en disant que je ne me sentais pas bien et que j'avais besoin de rentrer chez moi. Sa mère m'a d'abord dit non, puis m'a reproché d'être un bébé, mais j'ai continué à dire que j'avais besoin d'appeler ma mère et je me souviens encore du sentiment que j'avais que je devais partir. Finalement, j'ai été autorisé à utiliser le téléphone, ma mère est venue me chercher. Je me souviens encore de l'immense sentiment de soulagement que j'ai ressenti lorsqu'elle s'est arrêtée et que j'ai sauté dans sa voiture. Des années plus tard, j'ai découvert que le frère et ses amis avaient abusé de certaines des filles de la soirée pyjama pendant qu'elles dormaient. Personne ne l'a signalé à l'époque, et je pense qu'il a fallu des années pour que les filles comparent leurs notes et découvrent qu'elles n'étaient pas les seules à qui cela était arrivé. Je me sens mal que cela leur soit arrivé, mais je suis heureuse d'avoir écouté mon instinct et de m'être tirée de là. À moins d'un événement surnaturel, je pense que le moment qui m'a le plus effrayé et qui m'a fait dire « nous devons partir maintenant » est la fois où je suis tombé sur une réunion du KKK. Je venais d'emménager dans le sud-est de la Géorgie et j'allais travailler en freelance près de la base militaire. Peu de temps après avoir emménagé en ville, j'ai reçu une invitation de la part de la chambre de commerce, m'invitant à un barbecue dans un ranch non loin de là. J'étais un peu fauché, alors de la nourriture gratuite, j'en refusais pas. En fait, il s'agissait d'une bonne vieille réunion de planification. Étant ouvertement gay, je n'aimais pas être entouré d'une bande de gars en qui je n'avais franchement pas confiance. J'ai donc fait demi-tour et je suis parti. Je montais mon cheval avec une amie. Soudain, nos deux chevaux se sont figés et ont regardé vers l'un des champs de foin, qui est entouré d'une réserve forestière. Nous pouvions voir un énorme animal marchant nonchalamment vers un petit groupe d'arbres au milieu du champ. J'ai 7 bergers allemands et j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un de mes chiens, mais l'animal ne marchait pas comme un chien. De plus, nos chevaux sont habitués aux chiens, ils ne seraient pas aussi effrayés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait un zoom sur l'animal. C'était un putain de puma. Nos chevaux sont restés figés à le regarder, mais ils tremblaient aussi, je n'ai jamais vu mon cheval aussi effrayé. Je ne savais pas vraiment quoi faire, car je pensais que si nous retournions à l'étable, le puma pourrait nous poursuivre. La grange était derrière nous, mais nos chevaux ne voulaient pas tourner le dos. Nous avons donc fait reculer nos chevaux jusqu'à ce qu'ils acceptent de se retourner, puis nous sommes rentrés dans la grange et avons fermé les portes. Nous avons appelé le département des ressources naturelles, leur avons envoyé la vidéo et ils sont venus sur place et ont pu l'attraper. Apparemment, cette puma était connue pour être trop à l'aise avec les humains et elle aimait vagabonder. Je me suis réveillé un jour où j'avais prévu de sortir avec des amis pour boire un verre lors d'une fête ou d'un événement, avec une sensation vraiment horrible dans l'estomac. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser et j'en ai même parlé à mon père avant de partir. J'attendais cet événement avec impatience depuis des semaines, j'avais même acheté une toute nouvelle tenue, y compris des chaussures, mais soudain, j'entendais des voix qui me disaient de ne pas y aller. J'espérais presque avoir un accident de voiture en chemin, mais je n'avais aucune raison rationnelle d'avoir peur. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter, c'était un jour de congé, je voyais de bons amis, tout avait l'air parfait, alors j'ai mis ça sur le compte d'un étrange chevauchement excitation et anxiété et j'ai pris note de consulter mon médecin si cela se reproduisait. Je m'en suis débarrassé. Une fois que je suis arrivé sur place et que j'ai commencé à boire, c'est parti, mais mes souvenirs de la journée entière ont disparu, jusqu'à ce que, environ 12 heures plus tard, je revienne à moi et réalise que j'avais été drogué et violé. Je me promenais à Miami dans la journée avec 2 amis, j'avais 19 ans à l'époque. Il est important de noter qu'ils sont de petite taille. Nous avons été interpellés par un type qui essayait de m'inviter à boire un verre. D'accord, ça arrive. J'ai refusé et il est devenu très insistant, il avait un regard bizarre et fou et lorsqu'il nous a serré la main, il avait la poigne la plus serrée de toute l'espèce humaine. Il nous a tous dévisagés et a dit « Vous avez tous l'air intéressants », surtout elle, en me montrant du doigt. Nous avons finalement réussi à sortir de cette interaction et à la poursuivre. Quelque chose nous a fait dresser les cheveux sur la nuque.
Quelques heures plus tard, nous avons décidé de marcher dans une zone très peuplée, nous revenons à ma voiture et un autre type tourne autour d'elle, une cigarette à la bouche, en vérifiant les pneus. Nous attendons quelques minutes dans un coin jusqu'à ce que le type s'en aille et nous remontons immédiatement dans la voiture. Nous avions prévu d'aller à la plage ce jour-là, mais le centre commercial nous a semblé être la meilleure option. Une semaine plus tard, un article a été publié quelque part pour signaler que Miami avait récemment connu un afflux de trafiquants d'êtres humains et qu'il fallait s'en méfier. Le plus beau, c'est que nous étions, sans le savoir, en plein dans ce quartier ce jour-là. J'ai eu une période difficile à l'université. J'étais en dépression, mais je ne buvais pas et je ne me droguais pas, alors je me mettais dans de mauvaises situations. J'ai beaucoup appris sur la culture des sans-abri à cette époque, car je me promenais autour d'un lac près de mon université, où il y avait une grande population de sans-abri. Les gars prenaient soin de moi, marchaient avec moi et discutaient. Bref, je suis arrivé un soir à 3 heures du matin et mon équipe habituelle traînait, mais l'énergie était bizarre. On pouvait la sentir dans l'air. Et c'était la première fois que j'avais peur. Je me suis approché et l'un des habitués a commencé à secouer la tête en me regardant, mais avant que je puisse me retourner, un nouveau type est sorti et j'ai tout de suite compris qu'il était la cause de cette énergie. Mes amis sont devenus très tendus lorsqu'il a commencé à me parler. Il a insisté pour que je m'assoie près du feu avec eux, il a insisté pour s'asseoir à côté de moi. Il m'a posé des questions personnelles vraiment bizarres et m'a ensuite demandé mon avis sur son installation, elle s'était juste à quelques mètres dans les bois, il n'acceptait pas de réponse négative et je savais au plus profond de moi que j'étais dans la merde si je refusais d'aller avec lui. À un moment donné, l'un des gars est parti, et au moment où il commençait, puis il y a eu un énorme vacarme dans les bois et un grand fracas. 2 des gars avaient commencé à se battre et avaient accidentellement détruit la maison du mec qui semblait me vouloir du mal. Il a été suffisamment effrayé pour courir voir ce qui se passait. À la seconde où il est parti, un autre gars s'est tourné vers moi et m'a dit de courir. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'y suis plus jamais retourné à 3 heures du matin, mais je leur laissais des biscuits pendant la journée. Lorsque j'étais au collège, on a signalé qu'un homme en voiture circulait dans les quartiers proches de notre ancienne école primaire, parlant aux filles et essayant de les faire monter dans sa voiture, nous vivions dans l'un de ces quartiers. Un jour, après l'école, mon ami et moi faisions du skateboard lorsque nous avons vu une voiture, correspondant à la description, suivre des filles plus jeunes que nous connaissions. Nous nous sommes approchés d'elles et leur avons demandé si tout allait bien. Il nous a dit d'aller nous faire foutre et les filles ont dit qu'il ne les laisserait pas tranquilles. Nous n'avons pas apprécié qu'on nous dise d'aller nous faire foutre, alors nous sommes descendus de nos planches et avons commencé à défoncer les fenêtres de sa voiture. Il a crié et s'est arraché. Nous avons raconté à nos parents et à un ami de la famille, qui était détective à l'époque, ce qui s'était passé et ce que nous avions fait. Dans les 24 heures qui ont suivi, la police a retrouvé sa voiture grâce aux dégâts que nous lui avions causés et l'a arrêté. Ma famille a failli être enlevée par une secte. Lors d'un voyage en voiture, mon fils en bas âge s'est mis à pleurer et nous nous sommes arrêtés dans un parc de la ville pour lui donner un petit biberon. C'était un beau parc, nous avons donc baissé le haillon et ma femme l'a nourri. Une camionnette garée à côté de nous s'est soudainement ouverte et 2 sans-abri ont commencé à nous parler. Ils étaient à une vingtaine de mètres de nous et étaient assez amicaux pour que je ne m'inquiète pas trop. Au bout de quelques minutes, des gens commencent à marcher à côté de nous vers le bas de la colline que nous ne pouvions pas voir. Je remarque que les gens n'ont pas l'air d'aller bien, comme des tatouages bizarres, une femme silencieuse avec plusieurs enfants qui n'ont pas l'air d'avoir de lien entre eux, et ils ont de la nourriture comme s'ils allaient à un barbecue, puis une autre voiture se gare à côté de nous et cette famille a l'air beaucoup plus propre et en meilleure santé que toutes les autres personnes dans ce parc jusqu'à présent. Le père, qui a l'air en bonne santé, voit notre réserve d'eau à l'arrière et demande « Vous avez pris cette eau dans le ruisseau ?» Je lui réponds que nous l'avons achetée à une station-service et il me dit, déçu, « Oh, eh bien, vous devriez essayer l'eau du ruisseau, ça change la vie. » Cette famille a rapidement descendu la colline et dès qu'elle a été hors de vue, j'ai dit à ma femme de faire ses bagages. Elle s'est concentrée sur le bébé pendant tout ce temps et est frustrée par le fait que je nous oblige à partir, alors elle fait exprès de prendre son temps. Le sans-abri le remarque et commence à marcher vers nous. Il commence à regarder autour de lui comme s'il voulait appeler quelqu'un pour l'aider à faire quelque chose en haut de la colline, où nous sommes toujours. À ce moment-là, j'ai dit à ma femme de tout jeter dans la voiture et je ne veux pas entendre d'excuses, je ne lui parle pas de cette façon et elle était donc confuse.
Le parc est une boucle à sens unique, nous devons donc descendre la colline et une fois arrivés en bas, nous voyons une foule d'environ 300 personnes dans un auditorium en pierre. Il y avait des tonnes de nourriture, des bus et des panneaux qui disaient tous Éden, Jardin d'Éden, ou quelque chose à propos d'Éden. J'ai fait le tour de la boucle en obligeant les gens à dégager la route parce que je ne m'arrêtais pas. Ma femme est paniquée, elle cherche la ville sur Google et tous les articles disent que la ville a été prise en charge par une grande secte. Le culte a commencé lorsqu'un gouffre s'est ouvert dans le parc de la ville et qu'une femme a prétendu l'avoir causé parce qu'elle était une puissante immortelle qui avait été piégée là-dedans pendant 5000 ans et qui s'en était finalement échappée. Lorsque nous sommes arrivés dans la partie principale de la ville, toutes les rues étaient abandonnées et les commerces fermés. Alors oui, nous avons failli être enlevés par une secte. Mon ami et moi étions en train de traîner et de fumer avec un type avec lequel nous étions amis depuis plusieurs années au lycée. Pendant tout ce temps, j'ai eu l'impression bizarre qu'il fallait qu'on se tire de là, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus et mon ami ne semblait pas partager le même sentiment. Le type avait toujours été un peu bizarre, mais il était assez gentil. Nous nous sommes retrouvés dans la voiture avec lui et nous roulions quand soudain il s'est mis à rouler à grande vitesse dans un quartier résidentiel et à griller les feux rouges avec nous dans la voiture. À un moment donné, il a appelé sa mère dans la voiture et lui a dit que nous travaillions pour la CIA et que nous étions en train de comploter contre lui. Sa mère essayait de le faire taire, nous essayions de lui poser des questions pour le calmer, mais malheureusement cela n'a fait qu'empirer les choses. Finalement, il s'est arrêté sur le bas-côté d'une rue et a dit « Vous devez sortir ». Nous nous sommes précipités hors de la voiture et il a démarré en trombe. Un ami commun nous a appris plus tard que le pauvre homme avait été diagnostiqué schizophrène et qu'il était en pleine psychose. Nous avons été très secoués par cette expérience et même presque 9 ans plus tard, je pense à tout ce qui aurait pu devenir dangereux dans la voiture. J'espère vraiment qu'il va bien. Lorsque j'avais environ 16 ans, ma meilleure amie et moi avions l'habitude de traîner dans un café avant de nous rendre dans un collège local pour un cours que nous suivions ensemble. Il y avait un garçon dans notre classe, d'environ 17 ou 18 ans, et nous faisions la conversation, mais quelque chose en lui me donnait froid dans le dos. Mon ami n'arrêtait pas de dire que nous devrions l'inviter au café avec nous, mais je n'arrêtais pas de trouver des excuses. Finalement, elle l'a invité à nous rejoindre avec d'autres amis, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de danger que je ressentais en sa présence. Les hommes de notre groupe d'amis disaient tous qu'il dégageait des vibrations effrayantes, mais la plupart des filles le trouvaient mignon et n'étaient donc pas d'accord. Après cela, j'ai commencé à me lever et à bouger quand je le voyais. Environ un mois plus tard, il est entré dans le café avec un sourire maniaque. Il avait l'air complètement terrifié et ne cessait de laisser échapper de petits rires. Il s'est approché de notre groupe et a dit qu'il payait pour la nourriture et les boissons de tout le monde parce que aujourd'hui est un jour magique. J'étais vraiment effrayé, j'ai donc trouvé une excuse et je suis rentré chez moi. Le lendemain, il y avait une photo de lui dans le journal, un selfie qu'il avait pris en souriant à l'appareil photo et en montrant le poste de police derrière lui. Après avoir déjeuné et bu un verre avec mon groupe d'amis, il s'est dirigé vers le poste de police et s'est rendu. Le crime, ce matin-là, il avait assassiné ses 2 parents à la hache. Je parlais à ma mère au téléphone lors de ma première semaine à l'université et elle m'a dit au hasard, « Tu ne peux pas courir avec des tongs, alors ne marche pas trop loin avec. » J'étais genre, « Ok maman bizarre, mais d'accord. » Cet après-midi-là, tous mes amis et moi sommes allés nous promener et ils ont dit qu'ils voulaient marcher plus loin dans la forêt. J'ai regardé mes tongs et j'ai eu l'impression que je devais retourner dans ma chambre, alors j'ai dit au revoir. Ils ont tous été agressés ce jour-là et ont fini à l'hôpital. J'étais à une fête universitaire, il y a une petite école de première année mais aussi beaucoup de drogue et de gangs. Des gars au hasard se présentent, le propriétaire leur demande de partir, et une dispute s'ensuit. Les gars finissent par partir, mais pendant la dispute, ils menacent vaguement de revenir. J'ai dit aux gens avec qui j'étais que je partais, la plupart sont partis et nous nous sommes assis dans un bar pour finir la nuit. Le lendemain matin, nous découvrons que des types ont fait une descente en voiture et ont mis le feu à la maison. Je suis allé me promener dans la rue, non loin de chez moi. Je voulais juste manger et rentrer à la maison pour faire un peu d'exercice. J'avais dit à l'avance que j'aimerais y aller seul et j'ai dit à ma mère que ça irait, mais elle a protesté et je lui ai dit, « Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal, c'est juste une petite promenade. » Sur le chemin du retour, près d'une rue très fréquentée, un homme s'est approché de moi et la façon dont il m'a regardé m'a semblé étrange,
comme un prédateur. Il a sorti un couteau de sa poche et a continué à marcher vers moi. Si je me détournais et courais, il m'aurait probablement rattrapé, car je suis cardiaque, et j'avais la possibilité de courir de l'autre côté de la route, où je risquais d'être renversé par une voiture. Naturellement, j'ai décidé d'agir comme une folle et de courir vers lui. J'ai sprinté à travers lui, ce qui l'a fait paniquer et sauter sur le côté. Il a frappé mon téléphone avec le couteau, bien qu'il n'ait endommagé que l'étui. La discussion que j'ai eue à la maison a été mémorable. Je suis assistante sociale depuis 20 ans. Ma cliente était une jeune femme qui souffrait de plusieurs maladies mentales, dont la schizophrénie. Elle était ma cliente depuis très longtemps. Je travaillais dans la communauté et il était donc normal de les retrouver dans la rue, dans les parcs, etc. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés chez son oncle. Elle m'attendait, m'a ouvert la porte et m'a fait entrer. J'ai demandé à visiter la maison, comme il est d'usage, afin d'assurer la sécurité puisque je n'y étais pas allé et que je ne savais pas qui était présent. Je marchais à côté d'elle et nous allions de pièce en pièce. J'ai commis l'une des plus grosses erreurs de ma carrière. Je suis entré dans une pièce en premier. Je suis entré et j'ai immédiatement réalisé qu'il n'y avait pas d'autre porte dans la pièce. J'ai entendu le clic de la serrure de la porte avant de me retourner. Elle était entre moi et la porte. En tant qu'assistante sociale, nous n'avions pas le droit de porter des armes ou quoi que ce soit pour nous protéger. Ce que nous pouvions porter, c'était des lampes de poche. J'en portais une tactique qui avait des bords tranchants surélevés. J'avais aussi un stylo. Je lui ai demandé d'ouvrir la porte. Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien. J'ai répété la consigne. Elle n'a pas bougé. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai pris ma lampe de poche et je lui ai dit que cela n'arriverait pas. J'étais très calme et j'ai gardé le même ton de voix. Elle est restée là. Je lui ai donné une dernière directive pour qu'elle ouvre la porte. Elle m'a regardé et a dit « Bien ». Elle a déverrouillé la porte et je lui ai demandé de quitter la pièce en premier et de sortir. Elle l'a fait et a haussé les épaules. J'ai mis fin à cette séance, mais j'ai continué à lui fournir des services jusqu'à la fin de mon contrat avec cette agence. Je n'ai plus jamais franchi une porte en premier. Quand j'avais 18 ans, j'avais l'habitude d'aller courir dans un parc vers le lever du soleil, entre 5 et 6 heures du matin. La boucle autour du parc fait 1,5 km, donc je faisais 3 tours. À la fin de la boucle, il y avait une descente, donc je marchais toujours sur cette courte distance. Dès que je suis arrivé à la descente pour marcher, un homme plus âgé s'est approché de moi en sortant de l'abri où il y a des bancs de pique-nique et autres. J'ai immédiatement senti une sensation de malaise, mais je me souviens avoir pensé, il est super vieux, je peux certainement le dépasser au moins. Il s'est approché, m'a serré la main, a commencé à discuter et s'est montré très amical. Je me suis dit que c'était peut-être juste un vieil homme qui n'avait pas d'amis ou de famille et qui avait besoin de discuter. Puis il a commencé par me demander pourquoi je ne me préparais pas pour l'école. Je lui ai dit que je vivais avec mes parents, même si ce n'était pas vrai. Heureusement, il a commencé à pleuvoir et je lui ai dit poliment que je n'allais pas finir ma course à cause de la pluie et que je partais. J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai fermé les portes à clé et j'ai immédiatement appelé ma mère. Je me suis assise dans la voiture et je lui ai parlé pendant environ 2 minutes, puis je me suis dirigé vers la sortie du parc. Il était assis dans sa voiture près de la sortie du parc et m'attendait. Il s'est garé sur sa place de parking et s'est mis derrière moi dès que je l'ai dépassé pour sortir. J'allais rentrer chez moi mais au lieu de cela, je me suis dirigé vers le travail de ma mère et il m'a suivi pendant tout le trajet et n'est sorti de derrière moi que lorsque j'ai tourné dans le parking du travail de ma mère. J'étais à une rave dans les bois. C'était génial. J'ai eu un sentiment bizarre et je suis parti. La rave a été arrêtée par la police peu de temps après. Une autre fois j'étais à une grande fête d'un groupe semi-connu dans mon pays à l'époque. Tout le monde prenait des drogues. J'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. Un type a failli mourir d'une overdose, il a fallu appeler une ambulance. La police est venue aussi. La fête a été démantelée et beaucoup de gens ont dû aller au poste de police. Il régnait une atmosphère bizarre dans le club. J'ai dit à un ami que j'allais partir. Je voulais sortir maintenant. Elle est venue avec moi. Par la suite, il y a eu une énorme panique dans le club, des gens ont été écrasés au sol, etc. En fait,
Je suis vraiment doué pour remarquer le moment où une foule ou un événement bascule. J'avais des amis qui disaient « si elle veut partir, on part tous immédiatement ». Lorsque j'étais enfant, nous avions une grange un peu en retrait de notre maison, qui était assez isolée. Un jour, ma petite sœur et son ami ont couru jusqu'à la maison en disant qu'il y avait un homme qui ressemblait à mon frère dans la grange, mais que ce n'était pas lui, et qu'il s'était mis à la poursuivre. Elle était assez jeune, donc je ne sais pas si cela a été pris au sérieux, d'autant plus que je pense que les anciens propriétaires faisaient parfois venir des gens pour des raisons dont je ne me souviens pas. Avec le recul, il me semble que c'est une chose bizarre qui n'aurait pas dû nous faire peur. Quelques nuits plus tard, mon frère et moi traînions dans le jardin, je pense qu'il était un peu ivre et il a commencé à plaisanter à propos du démon dans la grange. Il y avait un bruit de si bizarre qui venait d'en bas et c'était troublant pour moi. À un moment donné, il se tourne vers la grange et crie pour faire peur à quoi que ce soit qui était dans la grange. Le bruit de sillage s'arrête, il y a un silence absolu pendant environ 30 secondes, puis j'entends des pas qui partent lentement dans cette direction et qui s'accélèrent au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du chemin. Je l'ai traîné à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte, mais je n'ai jamais su ce qui se passait. Nous avions également trouvé une vieille poupée musicale effrayante dans une remise à un moment donné pendant que nous vivions là, nous l'avons gardée pendant un certain temps pour plaisanter avant que quelqu'un ne s'en débarrasse parce qu'elle semblait sortir d'un film d'exorcisme. Le mois suivant, nous avons entendu la même musique, bizarre et déformée, provenant de la même grange. J'étais au collège, j'ai eu mes règles pendant les cours, mon jean était couvert de sang et je pleurais. J'ai appelé ma mère et elle m'a dit d'attacher mon sweat à capuche autour de la hanche et qu'elle envoyait mon grand-père me chercher. Alors que j'attendais mon grand-père à l'entrée du parking de l'autre côté de l'école, un type dans un camion blanc s'est arrêté et a dit que mes parents l'avaient envoyé et qu'il était désolé de m'avoir fait attendre si longtemps. Je lui ai dit que j'avais cours et que je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai commencé à marcher lentement vers l'école et le camion revenait d'un demi-tour. J'ai commencé à courir dans l'école et j'ai dit à la sécurité qu'un homme m'avait demandé de monter dans la voiture avec lui et qu'il revenait, complètement paniqué. La sécurité a attendu mon grand-père avec moi. Je ne peux pas oublier le visage du camionneur avec ses lunettes rondes brunes un peu inclinées et son menton carré avec une cicatrice de brûlure. J'ai reçu un prospectus pour un festival d'automne, dans une église d'une zone rurale. Tout a commencé normalement, puis, environ une heure après le début de l'événement, quelqu'un a sonné une cloche de type dînatoire, les hommes et les femmes se sont séparés, et je me suis rendu avec les 15 ou 20 hommes dans une maison séparée sur le terrain de l'église. Personne ne parlait. Nous avons simplement marché ensemble. L'intérieur de la maison était composé de vieux canapés en velours vert, de suspensions de peau en macramé tenant des plantes mortes, comme si le temps s'était arrêté dans les années 1960. Il faut savoir que je ne connaissais personne et que personne ne s'est présenté. Au bout d'une minute passée dans une vieille maison, j'ai commencé à ressentir un malaise, j'ai fait comme si j'avais oublié quelque chose, je suis allé à ma voiture et j'ai démarré. C'était comme s'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait parce que j'étais là. Il fut un temps où les gens étaient très jeunes et donc particulièrement stupides et simples d'esprit, alors qu'ils se croyaient les rois du monde. Nous avions vu trop de films de Hood et de Scarface, nous écoutions du rap de gangsters et nous pensions que nous étions les plus gros criminels pour avoir vendu quelques centaines de grammes d'herbe. Nous avions même des inimitiés avec des gangs ennemis. Avec le recul, on se rend compte à quel point tout cela est pathétique. Un jour, quelques personnes sont venues à notre école parce qu'un dealer de l'autre côté se sentait menacé par notre présence. Ceux qui sont venus étaient plus âgés, plus grands, avaient des voitures et étaient peut-être armés. Une connaissance nous a prévenu que les gens nous demandaient nos noms partout et nous avons décidé de partir. Ils nous ont suivis en voiture et nous ont crié ce qui nous arriverait s'ils nous attrapaient. Nous connaissions le quartier. Ils traînaient là où ils ne pouvaient pas passer en voiture. 2 d'entre eux sont sortis et ont couru après nous. La voiture a fait le tour pour nous couper la route. Nous avons couru dans une forêt que nous connaissions par cœur depuis notre enfance et nous nous sommes cachés. Nous pouvions à peine respirer. Des poumons de jeunes fumeurs et de défoncés. Nous les avons entendus nous appeler et nous sommes cachés dans des buissons puis ils sont passés juste devant nous, avec des haches et les couteaux les plus gros que j'avais vus de ma vie. Ils prenaient vraiment cette histoire au sérieux. Je suis une adolescente qui travaillait dans un restaurant pendant mes études. Un week-end, j'ai été harcelée par ces 2 hommes qui étaient complètement ivres et qui ont été mis à la porte. Le week-end suivant,
ils sont revenus et ont essayé de s'asseoir à côté de moi, au comptoir qui est relié au bar, mais ils n'ont pas pu. Ils ont donc choisi une table en face de moi et ont déplacé leurs 2 sièges pour me regarder, puis ils ne commandaient qu'à mon comptoir au lieu de s'adresser à nos serveuses, ils me fixaient, faisaient des blagues sur le meurtre d'une fille et me faisaient tout simplement peur. J'ai fini par me rendre dans la section réservée aux employés à l'étage pour plier des cartons, là-haut, toute seule dans un couloir où personne ne m'entendrait, je me suis senti mal et j'ai commencé à entendre quelqu'un monter les escaliers et chuchoter. Les 2 personnes m'ont suivi jusqu'en haut, puis ont essayé de descendre dans le couloir non verrouillé, mais une autre serveuse a remarqué qu'ils me dérangeaient et les a attrapés en train d'essayer de me poursuivre. J'ai eu un pressentiment en les entendant arriver. Elle est arrivée dans le couloir et m'a dit de ne pas faire de bruit et de peser de tout mon poids sur la porte. Nous avons attendu qu'ils partent et ils sont restés là, à attendre que je sorte avant de faire quelques remarques sur le fait qu'ils ne savaient où j'étais. Mon père est venu me chercher plus tôt parce que je ne me sentais pas bien. Le lendemain, j'ai dû reprendre mon service et, au moment de pointer, la télé a commencé à diffuser un véritable documentaire sur une fille portant le même nom que moi, qui avait été kidnappée et agressée par 2 hommes. J'ai eu la boule au ventre et j'ai rapidement donné mon préavis. J'ai réalisé que je n'allais pas être protégé ici et que je ne serais pas surprise qu'ils reviennent. J'étais au Taco Bell avec ma fille et j'ai vu un type entrer et ressortir avec un t-shirt sur la main. Je lui ai dit de jeter son plateau et de partir. Nous sommes allés rapidement à la voiture et nous sommes partis. J'ai appris plus tard aux informations que le type avait cambriolé l'établissement avec l'arme cachée sous son t-shirt. Il y a quelques années, j'étais dans un club avec des amis. J'étais au bar et, pour une raison quelconque, j'ai regardé à l'autre bout du bar et j'ai vu 2 types qui se disputaient tranquillement. Ils essayaient de ne pas se faire entendre, mais j'ai vu leur visage agité. Je suis retourné vers mon groupe d'amis et leur ai dit que nous devions partir. C'était un club populaire et il nous a fallu une éternité pour entrer, alors ils ne voulaient pas partir. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai soulevé la petite amie de mon ami et j'ai commencé à marcher vers la porte. Elle donnait des coups de pied pendant tout ce temps et le reste de la fête m'a suivi à l'extérieur en me disant de la mettre à terre. Une fois dehors, nous avons entendu un lointain coup de feu et des gens qui criaient. Nous nous sommes regardés pendant une seconde, puis nous avons couru vers nos voitures. J'avais oublié de la poser et je la portais encore sur mes épaules. Assis dans le jardin de mes amis avec leurs 2 enfants, mon mari et un autre ami, en train de déguster une pizza préparée par mon hôte. C'était une belle journée, claire et sans vent. Nous nous amusons bien, nous sortons de la piscine et nous avons faim, quand je me sens soudain à bout de nerfs. J'ai regardé les enfants, âgés de 8 et 10 ans environ, et je leur ai dit de rentrer à la maison. Nous nous sommes tous précipités et une seconde plus tard, nous avons entendu des craquements, et peut-être 5 secondes après, une grosse branche est tombée sur la table où nous étions assis. Heureusement, personne n'a été blessé, si ce n'est qu'il a fallu ramasser des aiguilles de pain sur notre pizza. Je ne peux que supposer que j'ai inconsciemment entendu la branche commencer à céder. Lorsque nous étions adolescentes, ma sœur et moi promenions notre chien dans la forêt locale, tout près de la maison de notre enfance. Nous étions sur le point de partir et venions juste de remettre notre chien en liberté, lorsqu'une dame est apparue de nulle part et s'est mise à discuter avec nous. Elle était vraiment étrange. Elle nous a dit que son chien aimerait beaucoup socialiser avec le nôtre et que nous pouvions marcher avec elle pendant 5 minutes. Ce que je n'avais pas remarqué, mais que ma sœur avait remarqué, c'est qu'elle n'avait pas de chien. La dame voulait nous emmener vers la forêt lorsque, sans que je le sache, ma sœur a aperçu une camionnette du coin de l'œil. Soudain, elle a crié « Papa » et, par chance, mon père avait terminé son travail et était parti courir. Il commence à nous faire des signes et à courir vers nous et lorsque nous nous retournons, la dame a disparu. Ma sœur se retourne vers la camionnette et voit la dame fermer la porte du passager et la camionnette s'éloigner à toute vitesse. Je crois que nous étions à quelques minutes de l'enlèvement. C'est grâce à une intervention divine que mon père s'est trouvé au bon endroit au bon moment. Lorsque j'avais 9 ou 10 ans, ma mère m'a emmené avec elle pour un voyage d'affaires dans une ville voisine. C'était avant les smartphones, à l'époque où il fallait encore faire des recherches sur la carte. Nous devions rencontrer sa collaboratrice au centre commercial pour quelque chose. Comme son ami lui avait donné des indications, nous n'avons pas pris la peine d'aller à l'ordinateur de l'hôtel pour imprimer des indications. Nous nous sommes perdus et avons fini par nous arrêter dans un petit entrepôt pour prendre une carte.
Il s'agissait de 2 bâtiments rectangulaires, avec un total d'environ 20 unités. Je ne me souviens pas exactement pourquoi, mais j'avais vraiment peur et je n'arrêtais pas de pleurer et de demander si nous pouvions simplement retourner à l'hôtel. Je suppose qu'elle en avait assez de voir son enfant pleurer sur le siège passager et qu'elle n'arrivait pas à comprendre où nous étions, alors nous sommes rentrés à l'hôtel. Le lendemain, on a retrouvé les corps de 2 adolescents dans l'une des unités devant lesquelles nous nous sommes arrêtés. Je faisais du camping en hamac tout en conduisant ma moto dans l'Arkansas. J'ai rêvé que je me faisais arrêter par les flics sur ma moto. Les gyrophares étaient très lumineux dans mes yeux. En me réveillant de mon rêve, j'ai remarqué que la tente bleue de mon hamac s'illuminait comme les gyrophares de la police. J'ai immédiatement ressenti une montée d'adrénaline et je me suis mis en mode de fuite. J'ai remballé mes affaires plus vite que je n'ai pu enfiler mes bottes. J'ai enfourché mon vélo en sous-vêtements et j'ai roulé 1 kilomètre jusqu'au sommet du terrain de camping où se trouvaient les douches. À la seconde où je suis entré dans la cabine de douche, le ciel s'est ouvert et le tonnerre a frappé les arbres à côté desquels il y avait ma tente 5 minutes auparavant. Si j'avais dormi entre ces 2 arbres, je ne serais pas là aujourd'hui. Mon petit frère et moi étions en train de jouer au baseball au crépuscule, au pied de notre propriété, un terrain boisé de 30 hectares au milieu de nulle part. La nuit était tombée et nous étions sur le point de nous arrêter lorsque nous avons entendu le cri le plus horrible que nous ayons jamais entendu, provenant des arbres, juste au-delà de la lisière de la clairière. Imaginez une femme hurlant à l'agonie, se tordant dans les pires tourments imaginables, tous les cris de torture des films d'horreur, des films de guerre, tout ce que vous avez jamais entendu, rien n'est comparable à ce cri. Même aujourd'hui, des décennies après l'avoir entendu, les poils de mes bras et de mon cou se dressent rien que d'y penser, et c'est encore pire quand je réalise ce que c'était vraiment. Un puma. Les femelles pumas adultes crient très fort lorsqu'elles sont en chaleur, et on dirait une femme humaine déchiquetée par le diable en personne. Entendre cela, 2 enfants seuls dans l'obscurité, au milieu de nulle part, était aussi terrifiant que possible. J'ai attrapé son bras et j'ai couru, j'ai tremblé, j'ai eu peur, j'ai monté la colline plus vite que jamais. 25 ans plus tard et j'ai toujours des frissons. Il y a des années, alors que je vivais encore chez mes parents, je suis rentré chez moi vers 2 heures du matin. Alors que je garais ma voiture, j'ai remarqué un homme qui marchait dans la rue. J'ai décidé d'attendre qu'il dépasse ma voiture et qu'il soit assez loin pour que je puisse sortir, mais au lieu de cela, il a dépassé ma voiture et s'est caché derrière la camionnette qui était garée juste derrière moi. Je suppose qu'il ne pensait pas que je faisais attention à lui. J'ai donc appelé mon père qui dormait pour qu'il descende me chercher. Il l'a fait et quand le gars a vu mon père, il s'est immédiatement enfui. J'ai eu de la chance. Il y a de nombreuses années, j'ai accompagné ma petite amie de l'époque chez l'une de ses amies, qui était mariée à un homme que je n'avais jamais rencontré auparavant. Je les appellerai Jacques et Gilles pour pouvoir raconter l'histoire plus facilement. Nous avons joué aux cartes avec eux pendant quelques heures et ce fut un bon moment, à l'exception d'un sentiment étrange que j'ai ressenti tout au long de mon séjour. Quelque chose ne collait pas avec ma présence dans leur maison. J'avais un sentiment d'anxiété et de nervosité, mais je n'avais aucune raison de me sentir ainsi. Après être parti, j'ai parlé à ma petite amie de ce que je ressentais et je lui ai dit que je ne pensais pas que nous devrions retourner là-bas parce que quelque chose n'allait pas. Quelques mois ou 1 an plus tard, j'ai oublié la date exacte, Jacques assassine Gilles dans cette même maison, la tuant avec son pistolet semi-automatique avant de se suicider avec l'une des dernières balles. Une chose vraiment horrible qui a provoqué une onde de choc dans la communauté. Et c'est la seule fois où j'ai eu ce sentiment. Je campais dans l'est de l'Arizona avec un ami. Nous aimons faire des randonnées dans une région assez isolée. Nous avons trouvé un endroit situé à 15 km au cœur de la forêt, sur de petites pistes de quad et de moto, et nous avons installé le camp pour la nuit. Nous avons éteint notre feu et sommes allés dans nos tentes. Environ 15 minutes se sont écoulées, je lisais un livre sur mon téléphone et ce que je ne peux que décrire comme un rugissement a retenti à environ 15 mètres de notre campement. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie, j'ai eu immédiatement la chair de poule et je suis passé en mode panique totale. Mon ami et moi sortons tous les deux de nos tentes, regardons autour de nous, et ne voyons rien parce qu'il fait noir, mais courons aussi vite que nous le pouvons et sautons dans la voiture. Nous avons immédiatement pris la route et trouvé un motel à environ 1 heure de route. Je n'oublierai jamais ce son, j'ai vu des ours dans la vie réelle et j'ai regardé à quoi ressemblait le rugissement d'un ours et ça n'avait rien à voir.
Celui que nous avons entendu était presque aigu et m'a immédiatement effrayé. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais je suis heureux que nous ayons quitté les lieux. Nous sommes revenus le lendemain et tout était comme nous l'avions laissé, si ce n'est que les braises du feu étaient un peu éparpillées. Il n'y avait pas de vent cette nuit-là, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'étais adolescent, je traînais avec quelques amis vers minuit. Une caravane passe lentement avec quelques personnes qui regardent par la fenêtre, nous nous regardons tous tranquillement, et la caravane se gare sur une place de parking à proximité. Nous nous levons tous et nous nous dirigeons vers nos vélos, car nous avons l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Quelques minutes plus tard, nous entendons quelqu'un crier et lorsque je me retourne, il y a environ 5 ou 6 personnes qui sortent de la caravane avec des tuyaux en métal et d'autres objets dans les mains. Nous avons couru si vite qu'il ne s'est rien passé, mais je suis sûr à 99% que nous étions sur le point de nous faire battre et voler. J'étais chef de section d'infanterie en Afghanistan. Une nuit, nous étions en patrouille à pied à la périphérie d'une ville où nous étions préoccupés par l'activité des talibans. J'ai décidé de m'approcher pour voir l'endroit sans me soucier des allées et venues des habitants de la ville, ce qui est toujours stressant. Il était environ 3 heures du matin et tout le monde dormait. Mon interprète avait une radio qu'il utilisait pour surveiller le trafic non sécurisé, car c'est ainsi que les talibans avaient l'habitude de communiquer à l'époque. Nous entendons quelque chose sur sa radio et il se tourne calmement vers moi et me dit « Monsieur, ils disent que l'embuscade est prête ». J'ai immédiatement pris ma radio et j'ai dit à mes chefs d'escouade de s'arrêter, nous avons reculé et nous sommes sortis. C'est probablement le moment le plus pénible que j'ai vécu au combat. Je suis convaincu que cet interprète a sauvé plusieurs vies cette nuit-là, et lorsqu'il m'a envoyé un message pendant la chute de Kaboul pour me demander si je pouvais faire sortir sa famille, j'ai appelé tous les contacts auxquels je pouvais penser pour m'assurer qu'ils prennent un vol. Ils vivent actuellement à Seattle, où ils travaillent dans l'informatique. Je marchais dans la rue avec un groupe d'amis dans une ville que je ne connaissais pas. J'ai eu ce sentiment et je ne savais pas comment l'exprimer. J'ai donc dit au groupe « il faut que j'aille aux toilettes, est-ce qu'on peut aller dans ce subway rapidement ?» Je promets d'être rapide. Environ 1 minute plus tard, une fusillade a éclaté au coin de la rue. Si nous n'étions pas entrés dans le restaurant, nous nous serions tous retrouvés au beau milieu de l'incident, attendant de traverser la rue. Un ami m'a appelé et m'a dit « Il y a un feu de forêt à 8 km d'ici. Peux-tu m'aider à déplacer mes chevaux ?» J'ai donc pris la route. À vol d'oiseau, c'est moins de 3 km. Nous avons sorti le premier groupe de chevaux et l'avons emmené dans une autre ferme. Je travaille sur le deuxième groupe de chevaux et soudain, tout devient silencieux. C'est comme si le monde s'était arrêté pendant 1 minute. Je regarde le cheval et il semble prêt à courir. Je respire profondément et soudain, le bruit revient, le vent est chaud. Et la lumière change. J'ai dit à Chérie, la fille que j'aide, il faut y aller maintenant. Pas le temps de mettre les chevaux dans la remorque, ils sont assez intelligents pour survivre, et je les lâche. Nous courons vers le camion et la grange est déjà en feu. Nous montons dans le camion et nous remarquons que le feu nous a dépassés et qu'il bloque la route. Nous sautons alors du camion et courons jusqu'à un petit étang pour les chevaux. Et nous avons plongé, en espérant que le feu ne nous brûle pas. C'était environ 20 minutes d'enfer. C'était peut-être plus long, je ne sais pas. C'était incroyablement effrayant, chaud et bruyant. Nous avons été secourus par l'hélicoptère des pompiers qui a largué de l'eau. Il a atterri dans le champ et nous a ramenés à l'intérieur. Nous avons eu de la chance. Le camion a été brûlé jusqu'au châssis. Le cheval que Chérie avait lâché est mort. Celui que j'ai lâché a survécu mais a été brûlé. C'est probablement le moment le plus effrayant. Mon ex avait prévu de me faire tuer en faisant croire à un cambriolage. Son comportement avait changé de manière très étrange la semaine précédente. J'ai découvert plus tard qu'il avait mis une femme enceinte dans mon dos et qu'il avait prévu de l'installer chez lui. Il voulait toucher mon assurance vie. Je me suis levé juste après qu'il soit parti au travail ce matin-là, je me suis habillé avec les premières affaires que j'ai pu attraper, j'ai réveillé mes enfants et je leur ai dit que nous devions partir. Je leur ai dit de ne pas poser de questions à ce moment-là, que nous devions partir. La porte qui mène de notre garage à l'intérieur de notre maison était toujours religieusement verrouillée. Cette nuit-là, elle n'avait pas été verrouillée. Dans les semaines qui ont précédé, notre alarme de sécurité avait été coupée et il a essayé de rejeter la faute sur mon fils aîné.
J'ai appelé la police pour expliquer ce qui se passait et ils lui ont tendu un piège. Le soir, il a essayé de rentrer à la maison par derrière de manière discrète avec une arme de poing, mais la police l'attendait. Ma femme et moi vivions dans une banlieue rurale à l'extérieur d'une grande zone métropolitaine. Nous étions sur une autoroute, à mi-chemin entre la ville et notre domicile, lorsque ma femme, enceinte de 6 mois, a commencé à avoir des contractions. À la prochaine bretelle de sortie, j'ai fait demi-tour et je suis retourné vers la ville, prévoyant de me rendre aux urgences. J'ai pris la toute première sortie à la périphérie de la ville. La seule chose sur la route à 2 voies était quelques carrières de pierre qui étaient vides après la tombée de la nuit. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la soirée sombre de l'hiver. Je me suis garé dans un embranchement de gravier juste au sud de la bretelle d'accès, je me suis arrêté en laissant le moteur tourner et j'ai porté toute mon attention sur ma femme. Quelques minutes se sont écoulées avant que mon attention ne soit attirée par une voiture garée de l'autre côté de l'embranchement et dont les phares étaient allumés. Ma femme m'a pris le bras et m'a dit « Il faut qu'on sorte d'ici ». J'ai répondu par l'affirmative, j'ai enclenché la vitesse et j'ai foncé sur cette route à 2 voies en direction de la ville. L'autre voiture m'a poursuivi pendant un moment. Finalement, nous sommes rentrés dans la civilisation et l'autre voiture a fait demi-tour et s'est tirée. Nous avons passé la nuit à l'hôpital, évitant de justesse la naissance prématurée de mon fils. Il a 17 ans aujourd'hui. Nous supposons que je n'ai pas remarqué que mes phares éclairaient une grosse transaction entre dealers, mon attention étant portée sur ma femme. Je me souviens d'avoir ramassé des pommes de pin dans les bois avec mon fils d'1 an. Il était environ 16 heures, un jour d'été, il faisait donc encore clair et chaud. Quoi qu'il en soit, j'ai soudain ressenti un mélange d'effroi et de peur, et j'ai eu l'impression d'être observé. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai couru. Le lendemain, sur le groupe Facebook de notre communauté locale, une autre mère a signalé qu'elle et ses 2 petites filles avaient été violées dans les bois. Une autre fois, j'étais enceinte, j'étais allé à un enterrement de vie de jeune fille juste pour le repas et je rentrais chez moi. J'étais sur le point d'appeler un taxi lorsque la mariée a insisté pour que la limousine qu'elle avait louée me ramène à la maison. J'ai pensé que c'était une idée amusante pour mon mari de me voir rentrer à la maison dans une limousine, alors j'ai accepté. Le chauffeur avait l'air d'accord et était un homme sympathique et bavard. Nous roulons vers la maison quand soudain il commence à faire un détour, nous sommes près des docks et il commence à se garer sur un parking douteux. Il ne m'a pas dit un mot. J'ai immédiatement appelé mon mari et je lui ai expliqué la situation et l'endroit où je me trouvais, en lui disant que je serais à la maison dans 10 minutes. Le chauffeur a prétexté aller chercher quelque chose chez un ami, a disparu pendant 5 minutes et m'a ramené à la maison. Je suis convaincu qu'il avait de mauvaises intentions et, à ce jour, le regret, la peur pure et le sentiment d'être stupide ne me quitteront jamais. Mesdames, nous ne sommes jamais en sécurité. Ne présumez jamais que vous l'êtes. Nous rentrions en voiture d'un voyage familial impromptu. Mon mari et moi étions tous 2 au volant d'une voiture, trop de monde, pas assez de conducteurs vigilants, et je le suivais. Nous étions sur la voie de gauche en train de dépasser un camion et j'ai soudain eu l'impression que nous devions ralentir considérablement et nous rabattre immédiatement. Je l'ai appelé et lui ai dit que nous devions nous déporter, rouler moins vite que le camion et activer nos feux de détresse. Il a pensé que j'étais un peu folle, mais il a appris à écouter mon intuition et il l'a fait. Soudain, nous sommes tombés sur une tempête de verglas et le camion est sorti de la route, la voiture qui nous a dépassés sur la gauche a glissé dans le trafic venant en sens inverse, et 3 autres voitures derrière ont glissé hors de la route. Il y avait un grand creux sur le côté de la route et l'une des voitures s'est même renversée. Nous nous en sommes sortis indemnes et sommes rentrés à la maison sans encombre. Une autre fois, je me rendais au travail en voiture et je me trouvais derrière une camionnette de chantier surmontée d'échelles. L'autoroute n'était pas particulièrement fréquentée, mais quelqu'un se trouvait derrière moi, un peu plus près. J'ai eu l'horrible sentiment qu'il fallait que je me déporte immédiatement. Je me suis déplacé d'une voie environ 15 secondes avant que l'une des échelles ne s'envole de la camionnette. Elle a heurté la route juste à côté de moi et la voiture qui était derrière moi l'a légèrement écrasée, mais heureusement elle n'a pas été empalée ou quoi que ce soit d'autre. J'ai eu ce sentiment plusieurs fois dans ma vie et j'ai même annulé des vacances entières à cause de cela. Je ne sais pas s'il se serait passé quelque chose pour plusieurs d'entre elles, mais je pense sincèrement que j'ai évité de graves problèmes.
Je me promenais sur la plage avec mon partenaire dans un pays où le taux de criminalité est assez élevé et un type louche avec l'une des expressions faciales les plus effrayantes que j'ai jamais vues a commencé à nous suivre pendant près de 10 minutes, et dès que j'ai vu un bus rempli de touristes, nous avons sauté dessus. Il était certain que ce type allait nous voler ou nous kidnapper. J'étais censé quitter mon travail dans un magasin à 22 h et prendre le premier bus dont j'avais besoin pour rentrer chez moi. Mon directeur m'a demandé de rester plus tard. J'ai donc dû prendre un bus tardif et changer d'itinéraire car mon deuxième bus habituel ne circulait plus. J'ai remarqué que ce bus tardif était vide, alors que celui de 22 h est généralement bien rempli. L'arrêt n'était pas mon endroit habituel, alors je me suis assise pour attendre le bus. J'envoyais des textos à ma meilleure amie pour lui demander de venir me chercher parce que parfois les bus n'arrivent pas ou sont en retard. Elle ne me répondait pas car elle travaillait tard elle aussi. C'est alors que j'ai remarqué ce qui m'entourait. Je me trouvais juste à la sortie d'une rue principale, au sud de plusieurs magasins de quartier fermés. J'ai réalisé que ce banc d'autobus se trouvait dans la rue la plus proche d'un parc qui ferme au coucher du soleil. Il n'y avait ni voiture ni personne. Le lampadaire près de l'arrêt de bus était également cassé. Je me suis immédiatement senti déstabilisé et piégé. Rien n'était ouvert et rien n'était à proximité. Un homme se dirigeait vers le banc sur lequel j'attendais. Il venait du parc. Il passait sous un lampadaire, s'illuminait, puis disparaissait avant d'être à nouveau éclairé par la lumière. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Il est arrivé derrière le banc et ne s'est pas assis à côté de moi, il s'est simplement tenu derrière le banc, légèrement à ma droite. Puis il a commencé à marcher autour du banc en me tournant autour. J'ai appelé mon amie et j'ai fait comme si elle avait répondu, mais au lieu de cela, j'ai laissé un message vocal. Le type continuait à me tourner autour. J'avais trop peur de regarder son visage. J'ai raccroché, j'ai rangé mon téléphone et j'ai réalisé que j'avais mon cutter dans mon sac. Je l'ai sorti et j'ai commencé à jouer avec, en poussant la lame dans tous les sens. Il a arrêté de me tourner autour, je l'ai enfin regardé et je me suis levé. Il a tourné et s'est éloigné. J'ai acheté une voiture environ une semaine plus tard et j'ai toujours raccompagné mes collègues chez eux si nous travaillions tard ensemble et qu'ils avaient besoin d'un chauffeur. Mon arrière-grand-mère vit à l'extrémité d'un quartier, juste à côté d'une grande rue très fréquentée, de sorte que des personnages suspects passent souvent devant sa maison. Quand j'étais enfant, je lui rendais visite tous les week-ends, et une fois, à l'âge de 11 ans, j'étais assise sur le sol du salon et j'ai entendu deux personnes se disputer en espagnol. J'entends une femme crier à tue-tête et, ayant fréquenté toute ma vie des écoles d'Arizona, je reconnais tous les jurons. Curieuse, je suis allée dans la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur la rue. J'ai senti que je devais me baisser et au moment où je l'ai fait, la dame a sorti un pistolet et a commencé à tirer. L'homme avec lequel elle se disputait était hors de ma vue, je ne sais donc pas ce qui lui est arrivé, mais j'ai été le seul témoin de ce crime. J'ai grandi le long de la côte du Golfe. Les tempêtes quotidiennes en été étaient normales. Nous rentrions à la maison lorsqu'un orage est arrivé très vite. Nous étions tous en âge de fréquenter l'école primaire ou le collège. Nous traversions de grands terrains de football. Tous nos cheveux se dressaient en l'air. Nous savions que cela signifiait que la foudre était imminente. Une voiture est passée, a sauté le trottoir et s'est approchée de nous. Nous sommes tous montés dans la voiture et elle a lentement roulé jusqu'à la rue. Une minute plus tard, la foudre a frappé le poteau de but. Imaginez la situation, en 1994. J'avais 18 ans et j'étais serveuse dans un bar sportif. Un club de comédie se trouvait à l'étage. Un soir, un comédien est venu me rendre visite entre deux spectacles. Il était drôle et charmant, et semblait s'être entiché de moi. Il m'a invité à prendre un verre en fin de soirée. Si vous avez déjà travaillé dans l'hôtellerie, vous savez que nous sortons de manger à 3 h du matin. Je me suis changé après mon service et je l'ai attendu quelques minutes. Je me suis rendu compte que je ne connaissais vraiment pas cette personne et que je ne devais pas la laisser monter dans ma voiture. J'ai décidé d'être intelligente et de partir. Quelques années plus tard, je feuilletais distraitement un magazine People chez un ami. C'est là que j'ai vu que mon humoriste, Vince Chan, avait été arrêté pour viol en série. Sa cible préférée était les jeunes étudiantes et ils l'ont finalement attrapé après avoir reconstitué le puzzle entre les victimes et le circuit qu'il suivait sur le campus.
J'avais un bébé de 9 mois à la maison et je ne sortais pas beaucoup, et une de mes amies venait de l'extérieur de la ville et m'a demandé si je voulais voir un groupe dont les membres étaient des personnes que je connaissais socialement depuis l'université. Je les rencontrais, ainsi qu'un groupe de personnes, dans un bar de l'autre côté de la rue avant le concert et j'ai passé un bon moment, mais j'ai eu le sentiment que je devais rentrer chez moi. Mon mari était à la maison avec notre bébé et voulait que je m'amuse, ce que j'ai fait, mais j'ai eu ce mauvais pressentiment. J'ai fait mes adieux et je suis parti. Cette nuit-là, une fusillade a éclaté dans le bar. Personne que je connaissais n'a été blessé, mais les gens sont restés enfermés dans le bar pendant des heures et c'était terrifiant pour eux. Je suis heureuse d'avoir fait confiance à mon instinct. En 2012, j'ai traversé le pays en voiture, de Philadelphie à Los Angeles, avec une bonne amie. Je suis un grand garçon, elle est une femme plus petite, juste pour le contexte. Nous avons campé pendant tout le trajet. Le plan était d'arriver à Los Angeles, de la déposer dans son nouvel appartement, puis de prendre l'avion pour rentrer chez moi. Elle n'a pu entrer dans son appartement que le mercredi matin, et nous sommes arrivés à l'extérieur de Los Angeles le mardi soir. Nous n'avions pas d'argent pour des hôtels ou quoi que ce soit d'autre, alors nous avons campé dans la forêt nationale d'Angeles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un sentiment bizarre d'être si près d'une grande ville et de camper. J'avais l'impression d'être dans une mauvaise ambiance. Mais nous sommes arrivés, nous nous sommes installés avant la tombée de la nuit et nous avons dîné. Mon ami m'a demandé, si tu pouvais voir un animal ce soir, qu'est-ce que tu voudrais voir, et je jure que j'ai répondu, pas un humain en tout cas. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait qu'un seul autre emplacement de camping, et il se trouvait au coin de la rue. Nous avons vu le gars qui campait là. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes endormis. À un moment donné, il fait nuit et je me réveille. Une lampe de poche brille autour de notre tente. Je me dis que c'est juste un autre campeur qui est arrivé après que nous nous soyons endormis. Puis j'entends une voix d'homme, claire comme de l'eau de roche, à l'extérieur de la porte de ma tente, qui dit « Qui est là ? Qui est dans cette tente ?» Mon ami s'est réveillé et a dit « Allô ?» donc je n'étais pas le seul à l'entendre. Nous avons tous les deux dit « Hello ? Qui est-ce » Mais nous n'avons pas eu de réponse. Je n'ai pas vraiment entendu quelqu'un s'éloigner. Je n'ai pas vu de lampe de poche. J'ai flippé comme un fou. Pourquoi quelqu'un frapperait-il à notre tente au milieu de la nuit? J'ai pris ma lampe frontale et mon couteau, j'ai ouvert la tente et j'ai sauté très vite au cas où il m'attendrait pour me donner un coup sur la tête. Mais il n'y avait personne. J'ai regardé partout et il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'autre campement. Mon ami m'a dit que nous devrions nous rendormir, mais j'avais trop peur. Il était 4 heures du matin, il pleuvait et je lui ai dit que nous devions partir tout de suite. Nous avons tout jeté dans la voiture, tout mouillé et froissé, et nous avons commencé à partir. Nous avons appris plus tard qu'il était courant que des gens disparaissent sans laisser de traces près de ce camping. En 2019, moi, mon mari et mes 2 filles de 6 et 9 ans étions en road trip dans le sud. Nous avions réservé un appartement sans connaître du tout le quartier. C'était mauvais, vraiment louche, avec beaucoup de gens à l'air effrayant qui traînaient. Nous sommes entrés dans l'appartement et mon fils de 6 ans a immédiatement dit « Je n'aime pas cet endroit ». La porte ne se fermait pas correctement. Les lits étaient sales, il y avait de la nourriture pourrie dans le réfrigérateur et la salle de bain n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Mon mari a appelé le propriétaire, qui était furieux et a refusé de nous rembourser. Pour désamorcer la situation, mon mari a proposé de ne pas laisser d'avis négatif si nous pouvions simplement être remboursés. Le propriétaire a accepté, mais nous a demandé de l'attendre pour qu'il puisse en discuter en personne. Dès qu'il a raccroché, j'ai dit à mon mari que nous devions partir, tout de suite. Nous nous sommes précipités vers la voiture et, en sortant du parking, nous avons vu le propriétaire arriver avec 4 amis. Il ne nous a pas vus et nous avons filé. En Irak vers 2006. Je participais à une patrouille à pied dans une zone boueuse le long de l'Euphrate. Mon équipe et moi-même marchions sur ce sentier dans un champ quelque peu ouvert le long de la rivière. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu un baril de 55 litres couché sur le côté et j'ai remarqué que nous étions sur le point de marcher parallèlement à ce baril. J'ai alors regardé un peu plus bas, à l'avant de ma droite, et j'ai vu une lueur très douce provenant de la terre, c'était le crépuscule à ce moment-là. Je me tourne vers mon équipe et dis « Je pense que nous devons faire demi-tour » et alors que nous commençons à nous éloigner,
une énorme explosion se produit sous mes pieds et me projette dans les airs. Un échange de coups de feu s'ensuit, les autres membres de l'équipe commencent à tirer. Au bout d'un moment, nous contenons la scène et regardons le cratère. La bombe a laissé un cratère d'environ 2 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Les démineurs ont dit qu'elle avait été enterrée trop profondément et que c'est probablement pour cela qu'elle ne m'a pas tué. Le baril sur le côté était un objet de marquage pour que le responsable du déclenchement puisse nous aligner avec l'explosif à distance. La lueur que j'ai vue était celle du soleil crépusculaire qui scintillait sur un fil enterré relié à la bombe. Aucun membre de mon équipe n'est mort ou n'a été blessé. Nous avons fait demi-tour juste à temps. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.